Conduire la cure de patients présentant une psychose non déclenchée est une question délicate. Je parle ici de patients qui ne manifestent pas de délire extraordinaire tel que le président Schreiber, délire fait d'hallucination, mais qui pourtant sont de structure psychotique. Comment repère-t-on leur structure? De quelle façon conduire la cure? Avec quels outils théoriques et quelles techniques? Autant d'interrogations auxquelles je vais tenter de répondre dans une visée de scientificité appliquée à la méthode psychanalytique. Depuis Lacan, la psychose se caractérise structurellement par la forclusion du signifiant de la métaphore paternelle, laquelle fait courir le risque à l'être d'un glissement des significations. S'il n'y a pas d'arrêt à la jouissance de l'autre non barré, une dérive vers un déclenchement délirant peut se produire. Le déclenchement est contingent de la question structurelle. Il ne répond pas à un déficit ou à une dissociation des fonctions, mais à une situation ou à un événement constitué par l'incidence de l'ordre symbolique. Ce mécanisme d'éclosion nécessite la conjonction synchrone d'éléments déterminants. Une cause accidentelle, la dissolution ou la perte d'un élément stabilisateur et l'opérativité d'une cause spécifique. Peuvent dès lors en résulter des déstabilisations bruyantes, délirantes et hallucinées. Mais il n'en est pas toujours ainsi, il n'y a pas toujours déclenchement, et pour autant des formes de psychose non extraordinaires existent. Nous accueillons dans nos cabinets de nombreux psychotiques moins visibles, moins insolites, mais décelables dans leur discours par un ensemble de traits beaucoup plus fins. Ce peut être le sentiment de n'être pas présent ou étranger à eux-mêmes, de ne pas exister, de se vivre comme une ombre, voire comme un déchet. Ces patients présentent quelques phénomènes élémentaires discrets, ils ont un fonctionnement qui paraît adapté et leur lien social n'est pas complètement rompu. Depuis des décennies, cette question des psychoses non encore avérées, peu symptomatiques ou asymptomatiques, a mis en difficulté des psychanalystes qui l'ont alors soit exclu de leur prise en charge, soit ont refusé le diagnostic pour lui préférer l'invention d'une terminologie ambiguë ou d'une conceptualisation. Ainsi, cette psychose discrète a-t-elle pu être qualifiée de psychose blanche, psychose froide, personnalité comme si, par Deutsch, pré-psychose, par Catan, état limite, ou encore psychose ordinaire plus récemment, par Miller. L'emploi d'une terminologie fourre-tout peut révéler un manque de rigueur méthodologique issu de cette difficulté de repérage et par conséquent occasionner une gêne pour certains psychanalystes quant au maniement du transfert et à la direction de cure. Dès lors, quels sont les repères dans la clinique d'une psychose non encore avérée? C'est notamment par la présence de phénomènes élémentaires discrets relevés dans le discours du patient ou du psychanalysant que le diagnostic de psychose peut être avancé. Lacan expose dès sa thèse en 1932 les variétés cliniques de ces phénomènes élémentaires. Délire, automatisme mental, hallucination, postulat passionnel, trouble d'incomplétude de la perception, illusion de la mémoire. Il indique que les S1, coupés du S2, sont en attente de signification, de sorte qu'ils se présentent sous un aspect énigmatique qui suscite la perplexité du sujet. Sans la passerelle du signifiant du nom du père entre les S1 et les S2, apparaissent alors des phénomènes élémentaires chargés d'emblée d'une signification personnelle, en rupture de continuité avec les pensées antérieures du sujet. Il n'y a pas de signifiant qui empêche ou soutient l'emballement imaginaire du grand hôte non barré et de la résistance du surmoi. Ainsi, une signification personnelle s'impose comme discours du grand autre par le truchement d'une intuition, une hallucination, une conviction, une interprétation dont l'être a la certitude absolue. Cette certitude n'est pas une croyance, mais c'est une conviction qui exclut le doute, et c'est cette distinction qui doit fonder la méthodologie du clinicien.
car il en va d'un envahissement imaginaire de la subjectivité soutenu par la relation de certitude à une signification. Le patient a dès lors la certitude d'être visé par une signification dont le sens lui échappe totalement. S'y adjoint la dimension d'énigme et le vécu de perplexité, dont le discours en séance se fait l'écho. La certitude est donc l'élément qui vient attester de la déliaison symbolique. Lacan en fait un élément central de sa distinction névrose-psychose et il enjoint le clinicien à se rompre, à la retrouver partout où elle est. Les indications techniques de Amorim invitent également à ce repérage rigoureux de la certitude délirante grâce à la technique de la vérification. Olivia a ainsi la certitude que jamais elle ne vivra une relation amoureuse sereine avec un homme. Pour elle, il y aura toujours de la souffrance. Je peux servir à quelqu'un comme objet, je ne peux pas être aimé pour ce que je suis, je n'en vaux pas la peine. Cette leçon est la même avec tous les hommes que je rencontre. Voilà la certitude qui guide pour l'instant la vie de cette patiente. L'expression de la jouissance revêt une certaine spécificité et constitue ici aussi un indice supplémentaire au diagnostic de psychose non déclenchée. La jouissance désigne ce qui est en jeu dans la compulsion de répétition et concerne l'au-delà du principe de plaisir freudien. Elle n'est pas une jouissance modérée, articulée au principe de plaisir, mais au contraire, elle nourrit la férocité de la résistance du surmoi et elle conduit l'être à s'égarer dans l'excès. Elle a un caractère infatigable. Cette jouissance hors limite a propension à envahir le corps de l'être psychotique. Il ne s'agit pas d'une spécificité structurelle, mais d'un encombrement énigmatique du corps par l'afflux d'une quantité de libido brute qui se déverse sans médiation symbolique. Ainsi, dans les psychoses décompensées, des angoisses de morcellement, des délires hypocondriaques ou encore un délire de négation d'organes peuvent soutenir la perception du corps du patient. De façon plus discrète, ou presque similaire à une symptomatologie névrotique, des pensées d'allure hypocondriaque, des moments d'extase ou de douleur exceptionnelle, voire une sexualité à risque, viennent témoigner d'une difficulté à aborder la jouissance non phallicisée. Des douleurs sans cause médicale, lacinantes, répétitives, chroniques, peuvent apparaître sans forcément s'inscrire dans un délire. Une préoccupation corporelle, une sensation physique inhabituelle, telle une gêne dans la gorge chez cette patiente ou encore une sensation de modification de la dentition chez tel autre. La jouissance peut également prendre la figure d'un grand autre hostile, persécuteur, presque sauvage, face auquel l'être de structure psychotique fait souvent front. Il n'est pas incarné dans la figure d'un surmoi bienveillant et normé, mais il révèle plutôt les organisations intramoïques parentales féroces et cruelles par lesquelles le patient a dû lire le monde dès son plus jeune âge. L'autre, pour l'être psychotique, le fait donc souffrir. Il est responsable de ses malheurs et il parasite son quotidien. Le psychotique est davantage soumis à la jouissance de cet autre non barré que le névrosé, car pour lui, le signifiant du nom du père n'agit pas comme rempart imaginaire face au réel. En réaction, le patient peut fantasmer son autosuffisance ou céder à une impulsion destructrice envers lui-même ou un autre, afin de contrer le sentiment de rejet. Ainsi en est-il de Barbara, qui a la certitude qu'en éliminant les enfants de son conjoint, elle annihilera en elle toute douleur d'avoir été trahie et sera enfin apaisée. Lacan considère également que l'extraction de l'objet petit a n'a pas opéré pour la psychose et laisse subsister une jouissance excessive et inquiétante, laquelle s'illustre par divers troubles. L'émancipation du réel d'avec ses liens symboliques ou imaginaires a pour conséquence un envahissement de la présence de l'objet petit a, lequel se met à pulluler. Et une autre jouissance se révèle, débordante, folle,
Or, signifiant énigmatique, elle détourne le sujet de ses liens sociaux, dit Jean-Claude Malval. Apparaissent alors des extases inopinées, des actes immotivés et des symptômes névrotiques erratiques. L'être est fasciné par l'objet petit a concentré de jouissance. Ainsi, telle passion peut se trouver dans l'impossibilité de se séparer de paquets mystérieux ou de déchets, ou d'élaborer la perte suite au décès d'un être cher. Du fait de la déliaison du registre symbolique à l'imaginaire, plus rien n'empêche la dérive infinie des significations. L'être ressent une perplexité, un questionnement sans fin déstabilisant ou un envahissement quasi permanent de sa pensée. Il éprouve un sentiment d'inconsistance de son être, une fuite du sens. Hors décompensation, il est gêné, mais pas envahi par ce parasitage du signifiant. Ça prend plutôt la forme d'intrusion fugitive dans sa pensée. Clémence éprouve ainsi une sensation de flottement dans son identité et une fascination pour le pourquoi. Victor, lui, ressent un manque d'orientation dans son existence et il souffre d'une errance professionnelle et relationnelle. Ce mode de jouissance poreux ne fonde pas le diagnostic, mais en esquisse les contours. Car les extases, comme les douleurs mineures ou grandioses, existent également dans la névrose. Mais c'est bien la certitude qu'un autre malveillant veut jouir de lui, associée à la jouissance en excès, à l'appréhension du corps morcelé, ainsi qu'à la présence de troubles du langage qui serviront entre autres au clinicien à affiner son diagnostic clinique. Pour autant, comme la visée du RPH consiste à dégraisser la complexité théorique pour n'en extraire que des lignes claires, ici, dans le champ opératoire de la cure, la seule présence de l'élément de certitude viendra signer le diagnostic de psychose. Celui-ci guidera désormais la trajectoire de la cure avec ce patient, suivant des impératifs stratégiques à adopter dans le maniement du transfert.